I did think about it for a long time until Eric and I would get together and we would share what was happening in the family, and we had to make a decision. I almost had no choice to do what I did, Aaron. I hate myself for doing it. Bienvenue dans Révélation, je suis Hill Harper. Le double meurtre des Menendez est l'une des affaires criminelles les plus célèbres des États-Unis. Un magnat des médias, José Menendez, et son épouse Kitty exécutés dans leur villa de Beverly Hills. Pendant des mois, l'enquête a piétiné, jusqu'à l'apparition incroyable d'une confession enregistrée de leurs deux fils, Lyle et Eric. Le procès a eu lieu en juillet 1993, 4 ans après les faits. Retransmis en direct à la télévision, il a tenu en haleine des millions de téléspectateurs. Du jour au lendemain, les frères Menendez sont devenus tristement célèbres, pas seulement parce qu'ils avaient tué leurs parents, mais aussi pour leur ligne de défense. Je vous laisse juger par vous-même. C'est tout de suite dans Révélation. La presse en parle comme l'affaire des meurtres de la villa de Beverly Hills. L'histoire est digne d'un mauvais scénario, comme on voit à Hollywood. Ces mots ont-ils été prononcés par un fils éploré sous le choc de ce qu'il a vu, ou par un tueur froid et calculateur? Selon le bureau du procureur, les frères Menendez espéraient toucher leur héritage estimé à 14 millions de dollars. Ils dépensaient des sommes extravagantes. Certains disent qu'ils ont dépensé près d'1 million de dollars les 6 premiers mois. C'était comme si l'argent leur brûlait les doigts. S'ils sont condamnés, Lyle et Eric Menendez risquent la peine de mort. Cette histoire, ce n'était pas que celle de deux enfants trop gâtés, pressés d'hériter. La salle d'audience du tribunal de Van Nuys, où se tenait le procès, était minuscule. Seule une dizaine de journalistes pouvaient assister au débat chaque jour. L'écrivain Dominique Dunn sera présent. Je couvrirai le procès. J'étais une jeune stagiaire fraîchement sortie de l'école. Je couvrais l'événement pour un journal. J'ai réussi à avoir un siège dans la salle, derrière les accusés et leurs avocats. Mon rédacteur en chef et moi savions dès le départ que ce serait captivant. Commençons. La parole est à l'accusation. Merci, Votre Honneur. Bonjour. C'est la seule fois de ma vie où j'ai vomi avant un procès. À l'issue de la présentation des preuves, il apparaîtra clairement que ce double homicide était injustifié et prémédité. J'avais reçu pour consigne de mes supérieurs d'accepter la présence des caméras. Mais dans le bureau du juge, je m'y suis opposée. Et le juge était d'accord avec moi. Pourtant, le jour J, qu'ai-je vu en arrivant dans la salle d'audience? Une caméra. C'est vrai qu'ils ont failli commettre le crime parfait. Aujourd'hui, plus de 20 ans après, je ne suis pas sûr qu'on se rende bien compte à quel point le procès Menendez était novateur, même si ce terme n'est peut-être pas approprié. Un tribunal de Los Angeles est devenu le point de mire des médias du monde entier. On n'avait pas encore l'habitude de voir des procès en direct à la télévision. C'était une nouveauté à l'époque. De nombreux téléspectateurs ne pourraient plus s'en passer. Vous avez l'impression d'être dans la salle. C'est un peu comme si vous étiez vous-même juge. C'est pour de vrai, je pense qu'on a tous en nous un côté voyeur. Les gens en redemandaient. Le procès médiatique des deux frères accusés d'avoir tué leurs parents fortunés dans leur villa de Beverly Hills captive le pays. Pas forcément pour les raisons que l'on croit. Ils sont mignons. C'est bizarre de dire ça d'assassins présumés, mais au sommet de leur popularité, Eric et Lyle recevaient 1 millier de lettres par semaine. Elles étaient envoyées principalement par des femmes d'un peu partout dans le monde. Elles leur envoyaient des photos dénudées et proposaient de leur rendre visite en prison. Ils avaient autant d'ennemis que de fans. Durant tout le procès, la substitut du procureur, Pam Bozanich, a maintenu que les deux frères avaient agi par haine et par cupidité. Je partais du principe qu'ils avaient tué leurs parents parce qu'ils étaient sur le point de les déshériter. Point barre. Le dossier de l'accusation était relativement limpide. Tout montrait qu'Eric et Lyle Menendez avaient tué leurs deux parents à coups de fusil.
Le témoin phare de l'accusation était le docteur Jérôme Ozil, leur psychothérapeute. C'est à lui qu'ils avaient avoué le crime. Ils ont dit, c'est nous. C'est nous qui avons tué nos parents. Je ne croyais pas à leur culpabilité. Je ne les voyais pas commettre un tel acte. C'est seulement au procès que je me suis rendu à l'évidence. La défense peut appeler son témoin suivant. Nous appelons Lyle Menendez. Lyle a été le premier à déposer à la barre. Et le simple fait de pouvoir entendre sa voix était un événement pour le public. Il faut admettre que ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'entendre le récit d'un meurtre de la bouche de son auteur. On s'est précipité dans la maison et j'ai commencé à tirer. Ils ont expliqué très calmement comment ils avaient tué leurs parents. Je suis entré, j'ai vu 2 personnes et j'ai tiré. Qui peut faire ça? J'ai vidé mon chargeur. Ça volait de partout, dans un vacarme épouvantable. C'était un véritable chaos. Le moment le plus accablant pour Lyle, c'est quand il a admis durant son témoignage qu'il avait rechargé son fusil pour ensuite tirer une balle dans la tête de sa mère. Votre chargeur était à court de munitions? Ouais. Alors je l'ai rechargé. Qu'avez-vous fait ensuite? Je me suis dépêché de tirer sur ma mère. Kitty a été touchée à son tour. Elle a rampé par terre comme elle a pu pour tenter de s'échapper. Ils ont abattu comme un chien leur propre mère. Tout ça pour avoir de l'argent à ne plus savoir qu'en faire et le jeter par les fenêtres. Ces 2 jeunes ont-ils jamais aimé leur mère? Je me suis senti trahi et utilisé. D'autant que j'avais continué à être leur entraîneur après la tragédie. Alors j'ai décidé de couper les ponts avec eux. Le bureau du procureur avait un dossier solide, mais je pense qu'il a sous-estimé le talent de la défense. J'étais totalement... Enfin, on savait pourquoi il l'avait fait. Ces 4 dernières semaines, l'accusation a tenté de prouver que les frères Menendez avaient prémédité et exécuté de sang-froid leurs parents pour 2 raisons, la haine et la cupidité. La défense a admis le meurtre, mais conteste les raisons avancées par le bureau du procureur. Mon invité ce soir, Leslie Abramson, l'avocate d'Eric Menendez, est considérée comme l'une des meilleures de Los Angeles et même du pays. Si moi-même j'avais des ennuis, j'envisagerais sans doute très sérieusement de faire appel à Leslie Abramson. Elle est brillante. Vous, les médias, traitez cette affaire comme un téléfilm, mais ce n'en est pas un. On est dans la vraie vie. Leslie Abramson était vindicative, parfois même rebelle au procès. Objection, Votre Honneur. Ces témoins recommencent à extrapoler. Maître, je vous prie de cesser vos mimiques réprobatrices à l'intention du jury et du public et de rester professionnel. C'est clair? Oui, Votre Honneur. Je suis persuadée qu'aucun jury ne condamnera Eric Menendez pour assassinat. Leslie Abramson leur faisait porter des petits pulls d'enfonçage pour les faire paraître plus jeunes. J'ai observé son comportement au tribunal. Elle les infantilisait délibérément. Elle mettait la main autour d'eux et leur caressait le bras comme une mère. Elle enlevait les peluches de leurs pulls, remettait leur col devant le jury. Qui pouvait imaginer de tels agneaux commettre un double parricide? Durant leur procès, les 2 frères ont reconnu avoir tué le producteur de films José Menendez et son épouse Kitty dans le salon de leur villa à 4 millions de dollars de Beverly Hills. Selon eux, à cause d'un lourd secret de famille. Dans cette affaire, les 2 frères avaient avoué. Ils avaient admis leur culpabilité. D'abord devant leur psychothérapeute, puis devant le tribunal. Le mystère ne portait donc plus sur les coupables, mais sur le mobile du crime. L'un comme l'autre, il leur arrivait de m'appeler depuis la prison pour me dire « Attendez le procès, vous allez en apprendre de belles sur notre famille. » Leslie Abramson m'avait déjà sollicité plusieurs fois comme expert pour des affaires. Elle n'arrivait pas à croire que ce double meurtre abject ait été simplement motivé par la cupidité de 2 jeunes gens pressés d'hériter. Elle m'a donc embauché pour faire une évaluation psychiatrique des inculpés.
Elle voulait que je m'entretienne avec eux pour découvrir leur véritable mobile. Lyle s'est révélé un sujet extrêmement réfractaire. J'avais beaucoup de mal à le faire parler, quel que soit le sujet sur lequel je l'interrogeais. Eric, lui, se contentait de me répéter sans arrêt que son père était un homme formidable, et sa mère une femme merveilleuse et une mère aimante. Je piétinais avec eux. Il m'a fallu 4 mois pour arriver à percer leur carapace et à leur faire dire par bribes qu'il se passait des choses très sombres au sein de la famille. Enfin, on savait pourquoi ils l'avaient fait. Pendant 12 ans, de l'âge de 6 ans à ses 18 ans, mon client, Eric Menendez, a été victime d'abus sexuels commis par son père, José Menendez. Quand leur avocate a mentionné les abus sexuels, on aurait entendu une mouche voler. On est tous restés bouche bée en entendant ça. Les gens se demandaient pourquoi ils avaient autant attendu pour en parler. José Menendez se servait du corps de ses enfants pour assouvir ses désirs lubriques. Je tombais des nues. Ni les garçons ni personne de leur entourage n'avait jamais évoqué quoi que ce soit de ce genre. Leur père n'avait jamais eu de geste équivoque devant moi. Entre vos 6 ans et vos 8 ans, votre père a-t-il eu des contacts sexuels avec vous? Ouais. Toute la salle était sidérée. On prenait des notes aussi vite qu'on pouvait pour être sûr de tout retenir. Mon père est entré, il m'a dit de me déshabiller et de m'agenouiller sur le lit. À un moment, je me suis mis à crier de douleur, me supplier d'arrêter. Je crois que tout le monde a été choqué, pas seulement par la teneur de leur défense, mais aussi par les détails très crus qu'ils nous ont fournis. Il m'a violé. Avez-vous pleuré? Avez-vous protesté? De quelle façon avez-vous manifesté votre refus? Je lui ai dit... Désolé. Je lui ai dit que je ne voulais pas, qu'il me faisait mal. Il m'a répondu qu'il ne voulait pas me faire de mal et qu'il m'aimait. J'ai vu des journalistes pleurer. C'était un moment poignant. Sans doute l'un des plus émouvants auxquels j'ai assisté dans un tribunal. Ils avaient eu 2 ans pour préparer leur témoignage. Leur avocate leur rendait visite tous les jours en prison. Elle les coachait. C'était évident. Personnellement, j'ai trouvé la stratégie de la défense très créative et originale. C'était bien tenté, mais néanmoins totalement grotesque. La substitut du procureur a qualifié la stratégie de la défense d'écran de fumée. Je parierais tout ce que j'ai que ça n'est jamais arrivé. Je sais par les agents du tribunal qu'Eric et Lyle se sont tapés dans la main pour se féliciter après leur passage à la barre. Je pense que l'accusation a péché par excès de confiance. Elle n'a pas envisagé un instant que le jury accorderait du crédit à leur témoignage. Ils n'ont pas préparé de riposte à la mesure de l'onde de choc provoquée par la stratégie de la défense. Vous avez appris à mentir tôt, n'est-ce pas? Sans doute, oui. Vous avez menti pendant si longtemps. Pourquoi sommes-nous censés vous croire aujourd'hui? Ils étaient détruits psychologiquement, vides, désespérés. Il y avait une raison au double parricide qu'ils avaient commis. Quelque chose chez eux me dérangeait. Ça cachait quelque chose. Court TV recueille les commentaires de ses téléspectateurs. Et depuis le début du procès il y a 5 mois, le Standard déborde d'appels sur les fils Menendez. C'est dur de décrire comment je me sentais. J'avais l'impression que ma vie m'échappait, que j'allais mourir. Et c'était avant les réseaux sociaux. Vous imaginez s'ils avaient existé à l'époque? L'affaire Menendez aurait fait exploser Internet. Le profil des appelants, des hommes comme des femmes. Il y a ceux qui les croient innocents. Ils appellent pour dire comment ne pas les croire. On n'invente pas des choses pareilles. Et ceux qui les condamnent. Ce ne sont que des sales menteurs, suivis d'un tas d'injures. Même le bureau du procureur reçoit jusqu'à 50 appels par jour. Des gens m'appelaient de l'Arkansas pour me dire qu'ils m'avaient trouvé mal coiffée à la télé. J'avais autre chose à faire. C'était fréquent.
Les prévenus ont dit au docteur Ozil avoir tué leur père parce qu'il contrôlait leur vie et les rabaissait. Aux États-Unis et dans le monde, on suivait le procès à la télé chaque jour comme un feuilleton. José Menendez se servait du corps de ses enfants pour assouvir ses désirs lubriques. Les gens qui travaillaient dans la journée l'enregistraient pour le regarder le soir. Court TV diffusait un récapitulatif de 3 heures tous les soirs. Je vous dis la vérité. Je me souviens l'avoir visé et tiré directement sur lui. Pouvez-vous répondre? Oui, Qu'avez-vous dit à Lyle? que papa me faisait du mal. Tout le monde était captivé par ce procès et en redemandait. Une chaîne nationale nous a appelés pour nous prévenir qu'elle allait diffuser un sketch parodiant les frères Menendez dans une émission satirique très regardée. Le sketch montrait Eric et Lyle à la barre, qui accusaient à leur place des frères jumeaux plus jeunes dont tout le monde aurait ignoré jusque-là l'existence. Êtes-vous en train de nous dire que votre frère Eric et vous n'êtes en réalité pour rien dans les meurtres de vos parents José et Kitty Menendez? C'est exact. Dans ce cas, pouvez-vous dire à la cour qui a tué vos parents? Nos 2 frères, Danny Menendez et José Menendez Jr. Du jour au lendemain, les protagonistes du procès ont été propulsés au rang de célébrités dans la vraie vie. Et parmi eux, certains étaient franchement risibles, comme le docteur Ozil. C'était un sacré personnage, celui-là. En dehors de pouvoir répéter leurs aveux, il ne nous a rien apporté. J'ai demandé, vous voulez dire que vous avez tué vos parents? Il m'a dit oui. Quant à sa petite amie, Jude Allen Smith, elle était tout bonnement folle alliée. Vous souvenez-vous avoir tenu les propos suivants à la télévision chez Diane Sawyer? Dans une émission diffusée le 30 août 1990, elle vous a demandé « Lyle et Eric Menendez sont-ils coupables? Ont-ils tué leurs parents ?» Votre réponse « Oui ». Diane Sawyer, vous en êtes sûre? Vous? Absolument. J'ai entendu de leur propre bouche qu'ils avaient tué leurs parents. Aujourd'hui, vous n'êtes plus sûr de ce que vous avez entendu? On m'a fait un lavage de cerveau. Qui? On lui aurait fait un lavage de cerveau? Comment? Ce qu'elle disait n'avait aucun sens. Comment avait-elle pu se montrer aussi catégorique sur le plateau de Diane Sawyer et revenir sur ses déclarations au tribunal? Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que la petite amie du docteur Ozil a été très mauvaise à la barre. J'avais toujours rêvé de plaider dans un procès pour meurtre. C'était bien fait pour moi. C'était un cirque médiatique. Vous êtes d'accord avec le fait d'assimiler un gamin qui répond à ses parents à un tueur maniaque? Parce que c'est sur cette base que l'accusation veut faire condamner mes clients dans cette affaire. Je le dis avec admiration, Leslie adore être sur le devant de la scène. Tous les projecteurs étaient braqués sur elle pour sa plaidoirie de clôture. Elle le savait et elle en a profité jusqu'au bout. Alors non, je ne peux pas vous montrer d'image des sévices que José Menendez lui a fait subir. Mais vous avez entendu comme moi certaines punitions qu'il prenait plaisir à infliger à ces petits garçons. L'une d'entre elles était de leur planter des punaises comme celle-là dans les cuisses et dans le derrière, ou encore de leur insérer des aiguilles dans le pénis. L'avocate de la défense a livré une plaidoirie finale extrêmement théâtrale. La prestation de Pam Bozanic l'était beaucoup moins. Ne pensez pas que l'argent empêche la violence. Je me souviens de ma colère durant ma plaidoirie à la fin du procès. Ils avaient acheté des munitions, ils avaient acheté des armes et ils avaient tué leurs parents. Regardez les prévenus, regardez leurs crimes. Pensez à ce que Lyle Menendez a tenté de vous faire croire à la barre. Pensez à ses mensonges et demandez-vous si vous pouvez croire un seul mot de tout ce qu'il vous a dit. Je comptais sur le fait que le jury ne croirait pas leurs affabulations. Elle s'est levée et a dit au jury très calmement et avec une grande fermeté, ils ont exécuté et prémédité leur crime. Leur propre mère. Ne les laissez pas s'en tirer, elle a assuré. Les 2 frères étant jugés séparément, les verdicts ne seront annoncés que quand les 2 jurys auront fini de délibérer. On se demandait combien de temps ça allait durer. C'était aux jurés de décider de la crédibilité des accusés et de rendre un verdict.
En 1993, le procès de Lyle et Eric Menendez tire le pays en haleine. Toutes les télés n'attendent plus que le verdict pour adapter leur histoire en un téléfilm à succès. Pendant 6 mois, l'opinion publique s'est déchirée, certains voyant en eux des tueurs calculateurs, d'autres des victimes d'abus ignobles. Que vont décider les jurés? Durant les 6 mois de procès, il s'était dit énormément de choses au tribunal. À ce stade, il était impossible de dire de quel côté les jurys allaient pencher. Au procès des Menendez, les jurés avaient 5 choix possibles. Voter le meurtre avec ou sans préméditation, l'agression à main armée, l'homicide involontaire ou l'acquittement. Les degrés d'implication respectifs des 2 frères suscitaient beaucoup de questions. Les délibérations ont commencé en décembre. La chaîne tenait les téléspectateurs au courant de l'évolution de la situation, qui était qu'il n'y en avait aucune. Ce n'est pas mauvais signe pour vous quand les délibérations s'éternisent? Pensez-vous pouvoir encore gagner? Ils délibèrent encore. Ça nous semblait une éternité. Tout le monde trépignait d'impatience. Je me rendais à mon bureau et j'attendais. Je faisais même du point de croix pour m'occuper. 3 semaines et rien ne s'est passé. Il y avait de grandes chances que les jurés seraient divisés. Cette longue attente le confirme. Les délibérations se prolongeaient. Le juge leur répétait de continuer d'essayer de se mettre d'accord sur un verdict. J'avais eu l'impression pendant le procès que certains jurés masculins avaient de toute façon déjà pris leur décision. On nous avait distribué des carnets et des stylos pour prendre en note les choses importantes pour le délibéré. Or, j'ai remarqué que ces hommes les ont assez vite posés par terre, à leurs pieds. Il n'était pas bien difficile de deviner dans quel sens ils allaient voter. Et en plein milieu des délibérations, on a vécu le séisme de Northridge. Le tremblement de terre s'est produit ce matin à 4h31, atteignant 6,6 sur l'échelle de Richter. On aurait cru une bombe. Notre immeuble s'est soulevé et a atterri 3 mètres plus loin. Le rez-de-chaussée a été détruit en 4 secondes. Tout le monde a eu très peur. Plusieurs d'entre vous ont subi des dégâts chez eux à cause du tremblement de terre. Cette audience a pour but de déterminer si le séisme ou ses répercussions sont de nature à vous empêcher de parvenir à une décision unanime. Un grand nombre de jurés étaient concernés et avaient des choses urgentes à régler. C'est sûr, le tremblement de terre ne nous a pas aidés. La Cour met un terme aux délibérations devant l'incapacité manifeste des jurés à parvenir à une décision unanime. Je déclare que les jurys sont dans l'impasse et prononce en conséquence l'annulation du procès. Les jurés n'ont pas réussi à se mettre d'accord et finalement, le procès a été annulé. C'était décevant comme fin. Il n'y a pas de bonne histoire sans une bonne fin. Et celle-là n'en avait pas. Vers quoi le jury tendait-il? Vers une annulation. En apprenant que les jurés étaient dans l'impasse, je n'ai pas pensé qu'ils avaient cru aux allégations des accusés. Je me suis dit qu'ils devaient avoir des doutes. Et effectivement, s'ils avaient des doutes, ils ont eu raison de ne pas rendre de verdict. Il valait mieux ça que l'acquittement. L'une des choses intéressantes que l'on peut retenir de ces délibérations avortées, c'est que toutes les femmes étaient favorables à l'homicide involontaire, alors que les hommes penchaient pour l'assassinat. J'ai interviewé des jurés après l'annulation du procès. Plusieurs hommes m'ont dit qu'aucun père ne ferait ça à ses fils. Est-ce une victoire? Non. Une victoire aurait été que mon client ressorte libre du tribunal. Je me doutais que les jurés seraient partagés. Je préférais une annulation à un acquittement. Le procureur a immédiatement annoncé que les frères seraient rejugés. Je considère qu'il est de notre responsabilité morale et professionnelle de ne pas abandonner les poursuites pour meurtre avec préméditation contre les prévenus. Notre travail est de rendre justice aux victimes. Gil était en colère. Ils devront améliorer leur jeu d'acteur pour convaincre un second jury. Mettez-vous à la place de Gil Garcetti, le procureur du comté de Los Angeles de l'époque. Un procès hyper médiatisé venait de lui exploser à la figure. Et immédiatement après ça, mais vraiment juste après, il a enchaîné avec l'affaire O.J. Simpson.
O.J. Simpson est désormais un fugitif. La voiture a continué vers le nord pour prendre l'autoroute 405 Inter-État. Eric Menendez a regardé la course-poursuite depuis sa cellule de la prison du comté de Los Angeles. Et quelques heures plus tard, O.J. Simpson arrivait menotté dans les couloirs de la prison. Il a été placé dans la cellule voisine de celle d'Eric Menendez. Un an après l'annulation du premier procès, le bureau du procureur se préparait à l'acte 2 du procès des frères Menendez. Quelques jours à peine avant son ouverture, le verdict a été rendu dans l'affaire O.J. Simpson. Le verdict est tombé. Un jury de Los Angeles a déclaré O.J. Simpson non coupable des meurtres de Nicole Brown et Ronald Gorman. L'acquittement d'O.J. Simpson a été un nouvel échec cuisant pour le bureau du procureur du comté de Los Angeles. Nous sommes tous profondément déçus par ce verdict. Tout le monde aura compris que le procureur avait besoin d'une victoire. On parle du double meurtre prémédité d'un père et d'une mère par leurs propres enfants. Peu importe ce que cela coûtera, nous n'abandonnerons pas avant d'avoir rendu la justice dans cette affaire. Lors du procès numéro 2 des frères Menendez, je pense que l'opinion publique n'était plus d'humeur à entendre des « mon père m'a fait ci » ou ça. Ça ne passait plus. À mon avis, c'était en grande partie à cause de l'affaire O.J. Simpson. Les gens ne voulaient plus entendre des criminels violents se chercher des excuses. La publicité négative avant le procès, les plaisanteries qui circulent dans notre pays sur les frères Menendez me posent problème. C'est préjudiciable à mes clients. Nous savons désormais où la défense veut en venir. Il n'y a plus l'effet de surprise. Aujourd'hui s'ouvre le nouveau procès des frères Menendez. Au premier, aucun des deux jurys n'avait réussi à trancher entre l'homicide involontaire et l'assassinat. Nous sommes convaincus, c'est notre point de vue de professionnels, que les preuves suffisent à les faire condamner pour meurtre avec préméditation. Je crois que le tricheur a désespérément besoin d'une victoire. Celui qu'elle n'hésite pas à surnommer le tricheur est le procureur Gil Garcetti. Son bureau a été très critiqué récemment pour ses défaites dans de grosses affaires, comme celle du rappeur Snoop Doggy Dogg ou encore d'O.J. Simpson, ainsi que le premier procès des frères Menendez. Effectivement, le bureau du procureur de Los Angeles avait cruellement besoin d'une victoire. Ce n'était pas facile à vivre pour nous qui travaillions au bureau du procureur. On se faisait traiter d'incapables dans les journaux. Les procès télévisés. Oui. Pour ou contre? J'adore la télé, mais pas dans les prétoires. Le procès d'O.J. Simpson était dans tous les esprits. Et l'une des conséquences de ce procès a été que plus personne n'avait envie que les débats soient filmés. Quelques semaines avant le début du deuxième procès, le juge a décidé d'interdire les caméras dans la salle d'audience. Pour couvrir le procès, les chaînes de télévision ont dû faire comme avant et embaucher un dessinateur judiciaire. Mais la curiosité du public était toujours aussi forte. Il voulait tous les détails. À chaque suspension d'audience, je sortais devant le palais de justice et je prenais l'antenne pour faire un compte-rendu. La partie civile a opté pour une autre approche cette fois, en mettant l'accent sur les dégâts terribles provoqués par les armes choisies par les accusés, sans omettre aucun détail. Le grand changement a été que David Cohn a mené les débats pour l'accusation. Il s'agit manifestement d'un double meurtre prémédité et nous avons bien l'intention de convaincre les jurés cette fois. Je n'avais aucune envie d'y retourner. Je ne me voyais pas endurer cette épreuve une seconde fois. J'ai fait savoir au procureur qu'il était hors de question que je représente l'accusation à ce procès. David Cohn ne tolérait pas la moindre tentative de digression. Dès le début, il s'est attaché aux faits et rien qu'aux faits. Qui avait fait quoi et qui était responsable? Les abus ont commencé. Il avait l'avantage de savoir ce qu'il s'était passé au premier procès. Il a dit que c'était notre secret. Il en a tenu compte. Nous savons maintenant comment la défense procède. Nous avons vu exactement où elle voulait en venir. Il n'y a plus l'effet de surprise. Ni David ni moi n'avons cru un instant leur histoire d'abus sexuels.
Il n'y a aucun rapport médical d'aucune sorte qui corroborerait les allégations de la défense. Aucun témoin oculaire. Alors comment voulez-vous que nous les croyions? Les faits, si on les regardait et les analysait en toute objectivité, n'accréditaient pas l'hypothèse d'abus sexuels. Les allégations d'abus sexuels du premier procès ont été en grande partie rejetées cette fois. À ma grande stupéfaction, je dois dire, au deuxième procès, les règles ont complètement changé. Tous les éléments qui concernaient les abus sexuels dont avaient été victimes les accusés, le sadisme de leur père, la terreur qu'il exerçait, ont été exclus par le juge. Le juge entrave notre défense en nous interdisant de donner à ses jurés les informations dont disposaient les premiers. En tant que juré, vous ne pouvez vous baser que sur les témoignages et les preuves qu'on vous présente. Je n'allais pas rendre une décision basée sur des éléments que je n'avais pas. La stratégie de David Cohn au second procès a consisté à faire taire Leslie Abramson dès qu'il le pouvait. Il contestait toutes ses demandes, futiles ou importantes. Le comportement de David Cohn aujourd'hui visait à empêcher le jury d'entendre la vérité sur ce qu'a vécu mon client. Il n'a pas cessé d'objecter. Il objectait à chaque fois que quelque chose pouvait, disons, atténuer la responsabilité des deux frères dans leur acte. J'objecte parce que j'estime que le juge n'a pas à accepter qu'un témoin pleure à chaudes larmes en s'abstenant de répondre. C'est tellement évident. Ils essaient de déshumaniser mes clients parce qu'ils ont désespérément besoin d'une condamnation. Elle était sans arrêt coupée net dans son élan, parce que maintenant le procureur anticipait ses coups. Et je pense qu'elle a trouvé que le juge était injuste avec elle. Ces objections n'ont jamais été soulevées au premier procès par une équipe de procureurs bien plus matures, aguerris et professionnels que M. Cohn. C'est minable. Donc après tous les témoignages, on nous a demandé de nous isoler pour délibérer. La veille du verdict, ils étaient quasiment parvenus à se mettre d'accord. Il était déjà tard dans l'après-midi, et le temps que les avocats reviennent, on ne commencerait pas avant 18h30, 19h. Alors on a préféré remettre notre délibéré au lendemain matin. Le lendemain, au moment de reprendre, deux jurés manquaient à l'appel. La jurée numéro 4 avait eu une crise cardiaque dans la nuit. Et une autre jurée, enceinte, était entrée en travail prématurément. On a dû tout recommencer. Eric m'a confié qu'au deuxième procès, le stress était si fort qu'il a bien cru qu'il ne tiendrait pas jusqu'au bout. C'était plus qu'ils ne pouvaient en supporter tous les deux. Près de 7 ans après les meurtres et 2 procès, la nouvelle est tombée. Un verdict était imminent. On nous a prévenu qu'un verdict allait être rendu. Tout le monde s'est pressé pour assister à ce moment. On allait enfin connaître le dénouement de cette histoire. C'est imminent. Le verdict est imminent. Le nouveau juré numéro 4 était assis à côté de moi. Je me souviens de ses mains qui tremblaient quand le moment est venu. Toute la salle avait les yeux rivés sur nous. Les 2 prévenus ont été déclarés coupables de meurtre avec préméditation de leur père et de leur mère par leurs jurys respectifs. Cette fois, les jurés étaient parvenus à une décision unanime. Un jury a condamné chacun des frères Menendez pour meurtre avec préméditation et ils passeront le reste de leur vie en prison. Excusez-moi. Moralement, ça faisait du bien. Justice était faite. Les 2 verdicts de culpabilité ont été lus l'un après l'autre. La salle est restée silencieuse d'un bout à l'autre. Leslie Abramson est restée très silencieuse. Ça n'a pas été évident pour moi d'entendre les 2 verdicts de culpabilité, parce qu'ils avaient réussi là où moi j'avais échoué. J'étais blessée dans mon orgueil. Il y avait une atmosphère malsaine dans cette famille. Kitty et José méritaient-ils de mourir pour autant? Non. Eric et Lyle méritaient-ils la prison pour ce qu'ils ont fait? Oui, absolument. Je ne suis pas certain que notre système ait fait correctement son travail dans cette affaire, qui est de rendre la justice. À mon avis, un verdict plus clément aurait été plus approprié.
Nous avons jugé que des violences d'ordre psychologique existaient sans doute. En revanche, pour ce qui est des abus sexuels, nous en étions moins sûrs et nous ne le saurons jamais avec certitude. Avoir toutes les réponses n'était pas indispensable pour rendre un verdict. J'ai le sentiment d'avoir fait mon devoir en rendant une décision basée sur les preuves qu'on nous a présentées. Je me félicite personnellement que l'on ait enfin un verdict dans cette affaire. Leslie Abramson serait en droit d'interjeter appel pour son client Eric Menendez, me semble-t-il, en invoquant éventuellement l'entrave au travail de la défense ou une entreprise de sabotage par le juge. L'accompagnement juridique est fini, mais l'accompagnement humain continue. Les années passent, mais je pense encore à ces deux jeunes gens qui vont passer le reste de leur vie dans une cellule. Quel gâchis. Ils avaient tout pour eux. Les frères ont demandé à être envoyés dans la même prison pour être ensemble et continuer à se voir. Cela a été refusé au motif qu'ils avaient déjà conspiré ensemble et qu'en conséquence, le risque de récidive existait. Je n'ai pas parlé à Lyle depuis plus de 10 ans. Je ne l'ai pas vu non plus. Depuis qu'on nous a fait monter dans 2 camionnettes différentes une nuit à 3 heures du matin. Les 2 frères sont incarcérés en Californie. Ils ont une quarantaine d'années aujourd'hui. On a du mal à le croire parce que tout le monde a gardé en tête l'image de 2 jeunes garçons mis en avant au premier procès. J'ai rencontré Eric personnellement quand il a été condamné à purger sa peine à Folsom. Je ne sais pas comment vous expliquer. Nous avons noué à partir de ce jour-là un lien particulier qui a perduré pendant toutes ces années. Sachant que j'avais participé au procès de 1994, ça fait un moment. Il est intéressant de constater à quel point la prison a réussi à Eric. Il s'y est épanoui. Il a été nommé responsable des détenus qui travaillent avec lui à l'hôpital de la prison. Il suit des études universitaires à distance et ses notes sont excellentes. Là, il a eu un parcours plus mouvementé en prison. Il peut être arrogant et manipulateur. Il est aussi narcissique. Il a tendance à se mettre à dos ses codétenus. Ils se sont tous les 2 mariés en prison malgré l'absence de visite conjugale. Là, il s'est même marié 2 fois, je crois. Nous sommes de retour avec Eric Menendez et Tammy Menendez, mariés et heureux en ménage. Je n'envisage plus ma vie sans Eric. C'est mon meilleur ami et quelqu'un de bien. Tammy et moi avons discuté de ce qui s'est passé ce soir-là. Je lui ai tout raconté. C'est son amour qui m'a permis d'entamer un long chemin vers la guérison. En fin de compte, les frères Menendez ont été condamnés à la prison à perpétuité. Et pourtant, aujourd'hui encore, on se pose des questions sur le véritable mobile de leur acte. Avaient-ils ou non des raisons légitimes de vouloir tuer leurs parents? Je le jure. Je les ai écoutés raconter leur histoire, encore et encore. Il m'est arrivé de les croire à certains moments, et pas à d'autres. Finalement, je n'ai jamais vraiment réussi à trancher et à me faire mon opinion sur les causes de cette tragédie. J'ai toujours pensé que Lyle avait un problème d'ordre pathologique. Il était l'aîné et avait une influence incroyable et même malsaine sur son petit frère. Eric était probablement plus intelligent que Lyle, bien que lui ne soit pas allé à Princeton. Des 2, c'était lui le suiveur. Je pense que Lyle menait la danse et qu'Eric a suivi. C'est d'ailleurs pour ça que lui l'a très mal vécu après. Vous arrive-t-il de regretter votre acte? Terriblement. Terriblement. Si Eric n'avait pas éprouvé autant de remords, aucun des 2 ne serait sans doute en prison aujourd'hui. Personne n'aurait su que c'était eux, les meurtriers. Ils ont tué parce que c'était des ordures, et cupides en plus. Il ne se passe pas un jour sans que je regrette ce que j'ai fait. Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais. Je mourrais avec mes remords. En un sens, c'est pire que la prison. En 1998, arguant d'une entrave du juge au droit de la défense lors du second procès, Eric et Lyle Menendez ont demandé la révision de leur condamnation à la prison à vie. Ils ont perdu en appel en 2005. Mais une nouvelle loi californienne pourrait leur offrir une dernière chance.
Un article du Code pénal autorise les victimes d'abus sexuels entravés dans leur défense à demander un nouveau procès ou une réduction de peine. Les frères Menendez pourraient en bénéficier. C'était Hill Harper. Merci de nous avoir suivis.